Bonjour, je suis vraiment contente que tu sois là. Si tu écoutes ces mots en ce moment, c'est peut-être parce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop sensible, trop émotive, trop intense, trop compliqué à vivre, trop dans ta tête, trop dans tes émotions. Peut-être qu'on te l'a répété si souvent par des parents, par des partenaires, des collègues, que tu as fini par le croire. Peut-être même que maintenant, c'est toi qui te le dis à toi-même comme une vérité. Alors avant d'aller plus loin, avant même que cet épisode ne commence, je veux te dire quelque chose et je veux que tu l'entendes vraiment. Pas juste avec tes oreilles, mais avec tout ce que tu es. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'as jamais été trop sensible, tu es hypersensible. Et ce sont deux choses radicalement, fondamentalement, complètement différentes. Je m'appelle Eugénie Sinou, je suis coach certifiée en intelligence émotionnelle, spécialisée en hypersensibilité et estime de soi, fondatrice de J-Coaching. Depuis 2016, j'accompagne des femmes qui ressentent tout profondément à comprendre qui elles sont vraiment, à transformer ce qu'elles ont toujours vécu comme un fardeau en leur plus grande force. Dans cet épisode, on va répondre ensemble à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'hypersensibilité vraiment? Pas la version simplifiée, la vraie. Celle qui explique pourquoi tu fonctionnes comme tu fonctionnes et pourquoi cette sensibilité est en réalité une richesse. Installe-toi confortablement, prends une tisane si tu en as envie et laisse-toi recevoir ce que tu vas entendre. Cet épisode pourrait changer quelque chose en toi. Commençons par le commencement. L'hypersensibilité. Ce mot, tu l'as peut-être découvert récemment en tombant sur un article, une vidéo, un post sur les réseaux sociaux ou peut-être qu'il t'accompagne depuis un moment comme une explication partielle de quelque chose que tu n'arrives pas à nommer. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'il signifie? Pas dans les grandes lignes, en profondeur. La première chose que je veux que tu retiennes, et c'est fondamental, c'est ceci. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. Ce n'est pas un trouble psychologique. Ce n'est pas un dysfonctionnement neurologique. Ce n'est pas un défaut de personnalité. Et ce n'est certainement pas un signe de fragilité ou de faiblesse de caractère. C'est un trait de caractère inné. Tu es né avec. Tout comme tu es né avec la couleur de tes yeux, la tonalité de ta voix ou ton groupe sanguin, ce n'est pas quelque chose qui t'est arrivé, c'est quelque chose que tu es. Les scientifiques l'appellent la Sensory Processing Sensitivity. Ce concept a été identifié et validé scientifiquement par la chercheuse américaine Helen Aron dans les années 90. Et ces recherches ont révélé quelque chose de fondamental. Environ 15 à 20% de la population est hypersensible. Une personne sur 5. Ce n'est pas marginal, ce n'est pas rare. C'est une réalité qui touche des millions de femmes à travers le monde, dont beaucoup ont grandi en croyant qu'elles étaient défectueuses alors qu'elles fonctionnaient simplement différemment. Et voilà ce qui se passe concrètement dans ton cerveau. Ton système nerveux traite les informations plus profondément que la moyenne. Pas plus vite, pas mieux dans le sens d'une performance, mais plus en profondeur, avec plus de nuances, avec plus d'intensité, avec plus de connexion entre les différentes informations reçues. Là où une personne hypersensible capte peut-être 30% des signaux d'une situation, toi tu en captes 70, 80, parfois 90. Là où elle entend une phrase, toi tu entends la phrase, le ton, l'hésitation, ce qui n'a pas été dit et l'émotion cachée derrière les mots. Là où elle vit une expérience en surface, toi tu la vis en profondeur. Je veux clarifier quelque chose qui crée souvent la confusion. On mélange souvent trois réalités différentes. L'hypersensibilité, l'empathie et le haut potentiel émotionnel, aussi appelé HPE. L'hypersensibilité, c'est un mode de traitement neurologique différent de l'empathie et du haut potentiel émotionnel. Des réalités distinctes qu'on mélange souvent. Les distinguer, c'est commencer à vraiment se comprendre. Concrètement, l'hypersensibilité dans ta vie quotidienne, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à entrer dans une pièce et sentir immédiatement l'atmosphère avant même que quelqu'un ne parle. Tension, légèreté, malaise, joie, tu captes tout, même ce que personne n'a dit à haute voix. Ça ressemble à être complètement vidé après une journée chargée en interaction alors que tes collègues vont boire un verre comme si de rien n'était. Parce que pendant cette journée, ton cerveau a traité non seulement ton travail, mais aussi les émotions de chaque personne autour de toi. Les tensions de la réunion, le malaise de ce collègue, la frustration de ce client. Ça ressemble à pleurer devant un film, pas par faiblesse, mais parce que ton cerveau vit les émotions des personnages comme si elles étaient réelles et présentes. Ça ressemble à avoir besoin de silence pour récupérer après une grande occasion sociale, pas parce que tu es asocial, pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que ton système nerveux a besoin de se vider de tout ce qu'il a capté pour retrouver son équilibre. C'est ça l'hypersensibilité, pas un défaut, un mode de fonctionnement. Et une fois qu'on le comprend vraiment, tout change. Maintenant, je vais te parler de 5 signes les plus courants de l'hypersensibilité
Et je veux que tu te permettes de te reconnaître, sans te juger, sans minimiser ce que tu vis, sans te dire que tout le monde est comme ça, juste observer. Peut-être accueillir une explication que tu attendais depuis longtemps. Signe numéro 1. Tu es épuisé après les interactions sociales, même celles que tu apprécies. Voilà une situation que tu reconnais probablement. Tu rentres d'un repas entre amis que tu as adoré, tu t'es amusé, tu t'es senti aimé, tu as ri, et pourtant en arrivant chez toi, tu as besoin de t'allonger, tu as besoin de silence, tu n'as besoin de rien. Peut-être en même temps, tu te sens coupable de cette fatigue. Peut-être que tu te dis qu'une personne normale ne serait pas aussi épuisée après une bonne soirée. Cette fatigue vient du fait que pendant toute la soirée, ton système nerveux a traité une quantité d'informations que tes amis n'ont pas captées. Les conversations, les émotions, les atmosphères, les non-dits, tout ça, tu l'as vécu en profondeur et ça demande beaucoup d'énergie. Signe numéro 2, les critiques te touchent profondément et longtemps. Quelqu'un te fait une remarque, peut-être anodine, peut-être même que la personne est bien intentionnée, mais cette remarque, elle reste. Elle revient la nuit en moment où tu essaies de t'endormir. Elle revient le lendemain matin sous la douche. Tu la retournes dans tous les sens. Tu te demandes ce que tu aurais dû dire, faire, être différemment. Tu te demandes si c'est vrai, si la personne t'apprécie encore, si tu as vraiment raté quelque chose. Tes collègues auraient pu oublier cette remarque en 10 minutes, pas parce qu'ils sont meilleurs que toi ou plus solides, parce que le cerveau traite cette information différemment, avec moins d'intensité, moins de connexion, avec d'autres souvenirs douloureux, moins de profondeur émotionnelle. Ton cerveau l'enregistre profondément, la relie à d'autres expériences douloureuses. Cette rumination n'est pas une faiblesse, c'est la signature d'un cerveau qui traite tout en profondeur. Signe numéro 3, tu ressens les émotions des autres comme si elles étaient les tiennes. Ton ami est triste et toi aussi tu te sens triste. Même si dans ta propre vie, tout va bien en ce moment. Tu regardes quelqu'un souffrir dans la rue et tu portes cette image pendant des heures. Tu lis un article sur une injustice dans le monde et tu en as physiquement mal. Tu regardes les informations et la souffrance des autres t'affecte dans ton corps, pas seulement dans ta tête. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton système nerveux hypersensible qui capte et traite les émotions des autres avec la même intensité qu'il traite les tiennes. Quand elle est bien dirigée, cette porosité est l'une de tes plus grandes forces, ça il faut le dire. Signe numéro 4, les environnements surchargés te déstabilisent rapidement. Les open phases, les grandes réunions, les environnements bondés te vident rapidement. Les ambiances tendues te mettent mal à l'aise, même quand ça ne te concerne pas. Ce n'est pas de la fragilité, ton système nerveux est calibré pour capter tout le temps. Quand l'environnement est saturé de stimuli, il se retrouve en surcharge. Et cette surcharge se manifeste dans ton corps sous forme de fatigue, de maux de tête, d'irritabilité, d'anxiété. Pas parce que tu es faible, parce que ton système nerveux travaille en plein régime sans pouvoir souffler. Signe numéro 5, tu as une vie intérieure très riche, parfois envahissante. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Même au repos, tu réfléchis, tu analyses, tu replais les conversations. La nuit, au lieu de te reposer, tu continues à traiter tout ce que tu as vécu. Cette vie intérieure intense peut être épuisante, mais elle est aussi la source de quelque chose de précieux, une créativité profonde, une capacité d'analyse rare, une intuition fine, une sensibilité artistique développée. Elle te rend unique elle te rend unique. Et apprendre à en tirer le meilleur, c'est l'un de tes plus beaux voyages que tu puisses faire. Est-ce que tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes? Je t'entends, c'est lourd à apporter et tu n'es pas seul avec ça. Ces signes, je les entends chaque semaine de la bouche de femmes que j'accompagne. Et chaque fois, la même chose se passe quand elles comprennent enfin ce qui se passe en elles. Un soulagement profond, comme si quelque chose se posait après des années de tension. Maintenant, je vais te partager 2 histoires, 2 femmes réelles dont les prénoms ont été conservés avec leur accord. 2 parcours différents, 2 façons dont l'hypersensibilité peut se manifester quand elle n'est pas comprise, quand elle n'est pas accompagnée, quand elle est vécue dans la solitude et la confusion. Je te les partage parce que ces 2 histoires, tu vas peut-être reconnaître quelque chose de toi. Et je veux que tu saches que ces 2 femmes ont traversé quelque chose de difficile et qu'elles se sont en sorties beaucoup plus fortes, plus elles-mêmes. L'histoire de Sandra, entrepreneur et maman. Sandra avait tout ce que le monde considère comme une vie réussie, une entreprise qui fonctionnait, des enfants qu'elle aimait profondément, un entourage présent. Mais quand elle m'a contactée, elle était épuisée d'une façon qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Vidée et surtout, elle ne voyait aucune valeur en elle malgré tout ce qu'elle accomplissait chaque jour.
Sandra me disait lors de notre première conversation, je fais tout pour les autres, pour mes clients, pour mes enfants, pour mon entourage. Mais quand je me regarde vraiment, je ne vois rien. Comme si tout ce que je faisais disparaissait aussitôt accompli. Comme si ma valeur se remettait à zéro chaque matin. Elle me racontait comment elle minimisait systématiquement ses réussites. Elle avait lancé une entreprise, c'était normal, disait-elle. N'importe qui l'aurait fait. Elle avait élevé les enfants seule pendant une période difficile. C'était son rôle de mère, disait-elle. Pas quelque chose dont elle peut être fière. Elle avait traversé des épreuves qui auraient mis à genoux beaucoup de personnes, mais ça ne comptait pas vraiment selon elle. En parallèle, chaque erreur, même mineure, était enregistrée et portée pendant des jours. Une décision professionnelle qui n'avait pas donné les résultats espérés devenait une preuve qu'elle n'était pas compétente. Une tension avec l'une de ses clientes devenait la confirmation qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Son cerveau hypersensible amplifiait les échecs et effaçait les réussites avec une précision cruelle. Ce que Sandra vivait, c'est ce que j'appelle la symétrie de l'estime, une critique intérieure d'une sévérité rare qui applique 2 poids, 2 mesures. Une loupe pour les erreurs, un filtre pour les réussites. Et cette asymétrie chez les femmes hypersensibles est souvent liée à une blessure profonde qu'on appelle la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, c'est cette impression que quoi qu'on fasse, ce n'est jamais suffisant, jamais à la hauteur, jamais vraiment bien. Elle vient souvent d'une enfance où les attentes étaient élevées et la validation rare, où l'amour était conditionnel aux performances, où l'enfant a appris que pour mériter d'être aimé, il fallait d'abord mériter par ses efforts, ses résultats, son comportement. Sandra avait grandi dans cet environnement et son hypersensibilité avait gravé ces messages en elle. Et au point où il était devenu sa réalité intérieure, sa vérité sur elle-même. Au fil de notre travail, Sandra a commencé à voir ce qu'elle avait toujours ignoré, sa profondeur avec ses clients, sa générosité avec ses enfants, sa résilience face aux épreuves, sa créativité dans son entreprise. Elle m'a écrit après notre travail ensemble. Tu as été l'élément déclencheur. Maintenant, je suis à fond dans ce que je fais, je m'organise mieux et surtout, je commence à me voir. Ce mot me voir résume tout. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais apprendre à se voir vraiment. Ce que Sandra a compris, c'est que son hypersensibilité n'était pas le problème. C'était l'absence d'outils pour la diriger et la présence d'une blessure qui colorait tout ce qu'elle vivait. Une fois qu'elle a eu les outils et qu'elle a commencé à guérir la blessure, tout a changé. Histoire de Tara, enseignante. Tara avait 34 ans quand elle m'a contactée. Enseignante passionnée depuis plusieurs années. Elle aimait profondément son métier et ses élèves, mais elle se sentait de plus en plus bloquée, comme paralysée, sans élan, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer sans qu'elle arrive à mettre le doigt dessus. Tara me décrivait sa situation comme avec une précision qui m'a immédiatement touchée. Elle disait, je sais que j'ai des choses à donner, je le sais intellectuellement, je le vois dans les yeux de mes élèves, quand quelque chose clique pour eux, mais j'ai l'impression d'être paralysée, comme si j'avais mis un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en même temps, et je ne comprends pas pourquoi. Tara décrivait une fatigue qui allait bien au-delà de la fatigue normale. Elle rentrait vidée, irritable, sans espace intérieur pour elle. Ce que Tara vivait, c'est ce que j'appelle l'épuisement empathique, un état d'épuisement spécifique aux personnes hypersensibles qui exercent des métiers de soins ou de relations. Chaque jour dans sa classe, elle absorbait les émotions de ses élèves, leurs difficultés, leurs angoisses avant les évaluations, leurs problèmes et la maison qui se lisaient sur leur visage, leurs joies, leurs peines. Elle captait tous les traits, tout. Et le soir, quand elle rentrait chez elle, elle n'avait pas les outils pour se libérer de tout ça. Ces émotions captées restaient en elle, s'accumulaient, et cette accumulation, semaine après semaine, année après année, l'avait progressivement figée. La blessure racine chez Tara, en allant plus profondément, c'était la blessure du rejet. Cette peur profonde et ancienne que si elle montrait qui elle est vraiment, ce qu'elle ressentait vraiment, les autres ne la voudraient pas. Alors elle filtrait ce qu'elle exprimait, elle se faisait petite dans les relations personnelles, elle donnait énormément dans son métier, mais elle ne recevait jamais vraiment. Parce que recevoir impliquait de se montrer, et se montrer faisait peur. Cette peur du rejet l'empêchait aussi d'avancer dans ses projets personnels. Chaque fois qu'elle avait une idée, une envie, quelque chose qu'elle voulait créer ou explorer, une voix intérieure surgissait immédiatement. Qui es-tu pour faire cela? Et si tu échoues, et si les gens se moquent, ces questions la paralysaient avant même qu'elle ait essayé. Au fil de notre travail, Tara a appris à faire la différence entre ses propres émotions et celles qu'elle absorbait. Elle a développé ce que j'appelle une frontière émotionnelle perméable. Pas un mur, une membrane sélective qui permet d'accueillir sans absorber.
Elle a aussi commencé à travailler sur sa blessure du rejet, à comprendre d'où elle venait, à reconnaître les moments où elle se faisait petite inutilement et à oser progressivement se montrer davantage. Tara m'a écrit après notre travail, tu as été l'élément déclencheur. Notre séance m'a redonné confiance. Maintenant, je suis à fond dans mes projets, je m'organise, je suis plus légère. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce que tu m'as dit. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce que tu m'as dit. Ce que Tara a découvert, c'est que son hypersensibilité était son plus grand atout dans son métier. Sa capacité à sentir ce dont les élèves avaient besoin, quand même, c'est qu'ils demandaient, sans même, attends, sa capacité à ressentir ce dont ses élèves avaient vraiment besoin avant même qu'ils ne le demandent. Sa façon de créer une atmosphère de sécurité dans sa classe qui permettait aux enfants les plus fragiles de s'ouvrir. Sa profondeur dans les échanges qui laissait des traces durables. Mais elle devait apprendre à utiliser sans se laisser consumer par elle, et c'est ce qu'elle a appris. Sandra et Tara ont deux histoires différentes, des blessures différentes, des façons de vivre la hypersensibilité différentes, mais elles ont en commun quelque chose que je retrouve chez presque toutes les femmes hypersensibles que j'accompagne, une richesse intérieure immense qu'elles ne voyaient pas, une capacité à donner, à comprendre, à ressentir, qui est rare et précieuse, et une absence d'outils pour la vivre sans se perdre. C'est exactement pour ça que je fais ce travail. Maintenant, je vais te donner quelque chose d'important. Je veux changer le regard que tu portes sur ton hypersensibilité. Pas parce que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est les signes, les schémas, les blessures. Ce n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est ce qu'on se raconte rarement assez. C'est ce que tu mérites d'entendre. L'hypersensibilité, c'est une force, une vraie, pas une consolation, pas un joli emballage pour cacher une faiblesse. C'est une force réelle, l'hypersensibilité, documentée scientifiquement et vécue au quotidien par les femmes qui ont appris à l'utiliser plutôt qu'à la subir. Je vais te présenter les 5 forces cachées de l'hypersensibilité. Et je veux que tu les écoutes vraiment, pas en mode critique, pas en cherchant les exceptions, en te demandant simplement, est-ce que je reconnais cela en moi? Force numéro 1, une empathie hors du commun. Tu comprends les gens à un niveau que peu de personnes atteignent. Tu vois la douleur derrière les sourires, tu entends la peur derrière la colère, tu sens la solitude derrière l'arrogance, tu perçois ce que les autres ignorent, ce qu'ils ne savent pas exprimer, ce qu'ils se cachent à eux-mêmes. Cette capacité te permet de créer des connexions profondes, authentiques, rares. Dans tes relations personnelles, tu es celle qui voit vraiment les gens. Dans ton travail, tu es celle qui comprend ce dont les autres ont besoin avant même qu'ils l'expriment. Cette empathie est un cadeau que tu portes même si tu ne l'as pas toujours vécu comme tel. Force numéro 2, une intuition fine et précise. Tu sais des choses avant de pouvoir les expliquer rationnellement. Tu sens quand quelque chose ne va pas dans une relation, même sans preuve concrète. Tu perçois dans une situation... Tu perçois quand une situation est problématique avant que les signaux évidents apparaissent. Tu ressens quand une décision n'est pas alignée avec toi, même quand tout le monde autour de toi dit que c'est la bonne décision. Cette intuition, quand tu apprends à lui faire confiance plutôt qu'à la rationaliser ou à l'ignorer, elle devient l'une de tes plus grandes alliées. Elle t'a peut-être déjà protégé des situations difficiles, même si tu n'as pas toujours su nommer ce qui t'avait guidé. Force numéro 3, une créativité profonde. Ton monde intérieur riche nourrit une créativité intense. Les personnes hypersensibles sont souvent parmi les artistes, les innovateurs, les soignants, les plus marquants. Pas malgré leur sensibilité, grâce à elle. Force numéro 4, une capacité à aimer profondément. Tu aimes pleinement, pas à moitié, pas de façon superficielle. Quand tu t'engages dans une relation, dans un projet, dans une cause qui te tient à cœur, tu y mets tout. Cette profondeur d'engagement, c'est une qualité rare et précieuse dans un monde qui valorise souvent la légèreté et la distance. Le problème ici, ce n'est pas ta façon d'aimer, c'est parfois vers qui tu la diriges et le fait que tu t'oublies souvent toi-même dans ce processus. Mais cette capacité d'amour profond, bien dirigé, bien protégé, c'est l'un de tes plus grands dons. Force numéro 5, une conscience éthique forte. Tu as un sens aigu de la justice, de l'honnêteté, de l'intégrité. Tu ne peux pas facilement fermer les yeux sur l'injustice, même quand ce serait plus simple de le faire. Tu ressens physiquement la souffrance des autres. Tu t'engages pour ce qui compte, pour ce qui est juste, pour ce qui a du sens. Cette conscience fait de toi quelqu'un de profondément fiable, de moralement engagé, de porteur de sens dans un monde qui en manque parfois cruellement. La différence entre l'hypersensibilité subie et l'hypersensibilité maîtrisée, ce n'est pas la sensibilité elle-même, c'est ce qu'on en fait. Ce sont les outils qu'on
qu'on a pour la vivre sans se consumer. C'est exactement ce chemin-là que je t'invite à explorer dans ce podcast et au-delà. Avant de terminer cet épisode, je vais te parler de 3 erreurs, 3 réflexes très courants chez les femmes hypersensibles qui partent d'une bonne intention, d'une vraie envie de mieux vivre, mais qui aggravent la souffrance plutôt que de la soulager. Je les mentionne parce que peut-être que toi aussi tu les as essayés ou peut-être que tu les essaies encore en ce moment. Erreur numéro 1. Essayer de ressentir moins. C'est souvent le premier réflexe. Si je souffre parce que je ressens trop, la solution logique c'est de ressentir moins. Alors, on apprend à se couper, on se durcit, on ignore les signaux extérieurs, les signaux intérieurs, on construit des murs émotionnels, on décide de ne plus laisser les choses nous affecter. Mais voilà que cette stratégie fait réellement un cerveau hypersensible. Elle ne réduit pas la sensibilité, elle la refoule. Elle la force dans l'ombre. Et ce qui est refoulé ne disparaît pas. Il s'accumule, s'identifie et ressort sous d'autres formes. L'anxiété chronique, la fatigue persistante, les explosions émotionnelles qui semblent disproportionnées à la situation, les tensions physiques dans le corps. Ce qu'il faut faire à la place, c'est apprendre à canaliser, pas éteindre l'hypersensibilité, mais la diriger. C'est une différence fondamentale. Erreur numéro 2, s'isoler pour se protéger. Après des expériences douloureuses dans les relations, après avoir été épuisé par des environnements surchargés, après avoir été blessé par des personnes qui n'ont pas su accueillir ta sensibilité, l'isolement peut sembler la seule protection vraiment fiable. Moins de contact, moins de risque de souffrir. Mais voilà le paradoxe. L'hypersensibilité a profondément besoin de connexion. Les femmes hypersensibles qui s'isolent ne se protègent pas vraiment. Elles se privent de ce qui les nourrit profondément. Les connexions authentiques, la profondeur dans les échanges, le sentiment rare et précieux d'être vraiment vue et comprise par quelqu'un. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de moins de connexion, c'est une connexion de meilleure qualité avec les bonnes personnes dans des environnements qui te respectent. À un rythme qui respecte ton système nerveux, l'isolement protège du pire, mais prive du meilleur. Erreur numéro 3, croire que comprendre suffit à changer. Celle-ci est particulièrement fréquente chez les femmes hypersensibles qui sont souvent très intelligentes, très analytiques, très conscientes d'elles-mêmes. On lit des livres sur le sujet, on fait des thérapies, on fait des recherches, on comprend intellectuellement d'où viennent les schémas, pourquoi on réagit, comment on réagit, quelle blessure soit à l'origine de quel comportement, et pourtant les comportements ne changent pas vraiment. Comprendre avec la tête et transformer dans le corps sont 2 processus différents. La compréhension est nécessaire, mais pas suffisante. La vraie transformation demande un travail plus profond sur les émotions et les réflexes. C'est ce travail-là qui change vraiment les choses. On arrive à la fin de cet épisode. Et avant de te laisser, je veux prendre un moment pour récapituler ce qu'on a exploré ensemble aujourd'hui. Tu as découvert que l'hypersensibilité est un trait neurologique inné qui touche une personne sur 5. Pas une maladie, pas un défaut. Un mode de fonctionnement qui, avec des bons outils, devient une force précieuse. Tu as découvert les 5 signes de l'hypersensibilité, les histoires de Sandra et Tara, les 5 forces cachées que tu portes et les 3 erreurs à éviter. Si cet épisode t'a parlé, si quelque chose en toi a dit oui, c'est moi, j'ai quelque chose pour toi. J'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Faire de son hypersensibilité une force. À l'intérieur, tu vas découvrir comment transformer ce que tu as toujours vécu comme un fardeau en ta plus grande force. Des outils concrets, des exercices pratiques, des clés que tu peux commencer à utiliser aujourd'hui. Dès ce soir, tu peux les télécharger gratuitement sur ejcoaching.com. Le lien est aussi dans la description de cet épisode. Et si tu veux aller plus loin, si tu sens que tu es prête à faire de ce travail en profondeur, écris-moi libre en message privé. On se parle juste toi et moi. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet qui touche presque toutes les femmes hypersensibles. Pourquoi ton cerveau ne s'arrête jamais la nuit, les mécanismes profonds derrière cette rumination permanente et comment retrouver enfin le silence intérieur dont tu as besoin pour te reposer vraiment. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Et si cet épisode t'a touché, si quelque chose a résonné en toi, partage-le à une femme que tu connais qui en a besoin. Tu ne sais pas quel cadeau tu lui offrirais peut-être. Prends soin de toi vraiment, profondément, comme tu prends soin des autres. Tu les mérites autant qu'elle. C'était Eugénie Chinou. À très bientôt.